Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 8h16, le petit déjeuner politique ce matin, c'est François Ruffin, député La France Insoumise de la Somme et candidat NUP aux élections législatives. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. C'était la rentrée hier pour ce nouveau gouvernement. Premier conseil des ministres pollué par les accusations visant Damien Abad. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, une première réaction sur la feuille de route de ce gouvernement. Macron affirme qu'il est là pour agir et rassembler. Est-ce que vous partagez cette affirmation? Ce gouvernement, est-ce qu'il est en capacité de rassembler les Français? Bon, moi, je vois surtout déjà de l'usure dans ce gouvernement. Quand on pense qu'il a fallu un mois à Emmanuel Macron pour trouver Elisabeth Borne, qu'il avait quand même sous le coude, quoi. Et le bilan d'Elisabeth Borne, puisqu'on a dit que la priorité du gouvernement, c'était l'écologie, le bilan d'Elisabeth Borne, pour moi, et d'Emmanuel Macron sur le dernier mandat, il tient en une phrase de la Haute Autorité environnementale qui dit « La transition écologique n'est pas encore amorcée en France ». Je ne sais pas si vous imaginez, ça fait maintenant en une génération, on a perdu la moitié de tout ce qui vit sous terre, sur terre, dans les airs. La biodiversité a disparu. On est dans un temps de sécheresse. Moi, en Picardie, j'ai eu 3 mois sans pluie. Heureusement, c'est arrivé cette nuit. Mais et là, on nous dit que la transition écologique n'est pas encore amorcée en France. Et moi, ce que je note surtout dans ce gouvernement, c'est les absents. Il n'y a pas de ministère de transport, il n'y a pas de ministère du logement, il n'y a pas de ministère de l'industrie. Ça sera le cas s'il gagne les législatives, oui, mais c'est ce qu'ils ont indiqué. Déjà, quel signe d'envoyer, alors que ce sont 3 ministères qui normalement doivent être prioritaires dans la transition écologique et même sur le pouvoir d'achat. Et puis sur le pouvoir d'achat, effectivement. Oui, le logement, c'est la principale dépense des ménages. Et c'est celle qui augmente le plus depuis le milieu des années 80. Donc voilà, normalement, si on parle pouvoir d'achat, on doit parler logement. Si on parle transition écologique, on doit parler transport, on doit parler rail. On doit se demander comment on fait pour mettre un maximum de marchandises, non plus sur les camions, mais sur les rails. Mais est-ce qu'il n'y a pas un début de changement justement avec ce gouvernement? On parle de planification écologique avec Elisabeth Borne. Elle a commencé hier à rencontrer les associations de défense de l'environnement. Chaque ministre aura sur sa feuille de route justement cette question de l'environnement aussi. Il y a peut-être un début de changement là-dessus, de prise en compte finalement, de prise de conscience. Les débuts de changement, les débuts de prise de conscience, à un moment où je dis la crise est déjà là. On est les 2 pieds dedans. Moi, Elisabeth Borne, j'ai eu à l'affronter sur un dossier particulier qui est le nouveau pacte ferroviaire. Qu'est-ce que c'était dans ce projet de loi qui est le seul projet sur les transports qu'on a eu vraiment? Il y a eu 87 fois le mot concurrence, il y a 0 fois le mot réchauffement, 0 fois le mot climat, 0 fois le mot biodiversité, et il n'y a même pas un volet sur comment vont faire les gens pour accéder avoir des billets à prix correct, alors que là, l'INSEE annonce que l'augmentation des billets de la SNCF, c'est plus 15% en un an. Voilà, donc ça veut dire que sur toutes ces questions-là, on a un enjeu qui est à la fois écologique, mais un enjeu qui est aussi social. Comment on fait pour que les prix explosent pas là-dessus et pour que les gens puissent y accéder normalement? Ces questions sont pas posées aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre qu'on a des gens dans la Macronie qui croient en une chose, c'est la concurrence, la concurrence, la concurrence, le marché, le marché, le marché, le marché. Or, ce marché aujourd'hui, il doit être régulé. Et comment l'expliquer? Parce qu'on a des personnalités de gauche quand même encore dans ce gouvernement. Je ne les vois pas, dites-moi qui. On a notamment du SOPT, on a par exemple, qui on a d'autres? Alors attendez, cherchez bien. Elisabeth Borne. Ouais, Elisabeth Borne, c'est une techno de gauche pour vous? Non mais attendez, en 5 ans, elle a rien fait de gauche. Donc voilà, là aujourd'hui, pour moi, je regarde notamment le fait que Bruno Le Maire conserve le portefeuille principal, le portefeuille de l'économie, où va aller l'argent, comme un signe. Voilà, il disait pendant la crise aux grandes entreprises, servez-vous, c'est le moment de demander de l'argent, c'est la crise, c'est le moment où l'État peut donner. Voilà, il continue à garder le principal portefeuille qui est le ministère de l'économie. Donc je ne vois pas vraiment de signe de changement dans ce... Enfin, je pense que vous le savez, on est en train de discuter de ça, les auditeurs le savent. Il y a un sentiment d'usure. Quand on reprend les mêmes, quand on a Elisabeth Borne qui devient première ministre, ça porte pas quand même un souffle considérable. C'est très bien, c'est une techno, ça manque un peu de chaleur, tout ça. Moi, je dis aujourd'hui, les Français, ils ont besoin de mesures, ils ont besoin aussi d'amour, ils ont besoin d'enthousiasme, ils ont besoin d'envie. Il faut voir que la transformation du pays en vue de la transition environnementale, ça va pas être seulement des mesures techniques et techno qui doivent être prises, mais c'est comment on porte le pays avec enthousiasme dans une direction. L'enthousiasme, excusez-moi, mais il n'est pas au rendez-vous chez moi, mais j'ai pas entendu d'enthousiasme nulle part. On en vient sur du concret, au-delà de l'écologie, mais ça va avec, vous avez raison de le souligner, le pouvoir d'achat. On a eu des annonces déjà de fait hier à l'issue du Conseil des ministres, et encore ce matin, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, on en parlait justement à l'instant, qui souhaite indexer les retraites sur l'inflation dès la retraite de juillet, donc ils seront versés pour le mois d'août. Là-dessus, ça va dans le bon sens. Oui, moi, vous savez que je suis favorable à l'indexation, pas seulement des retraites, mais
mais aussi des salaires, mais aussi des minima sociaux. Pourquoi ? Parce qu'en un an, il y a eu plus 5% d'inflation. Et or, les salaires, ils ont pris 1,7%. Ça veut dire qu'en moyenne, c'est l'UFC Que Choisir qui énonce ça, un ménage français a perdu 2000 € de pouvoir d'achat en un an. C'est absolument considérable. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire en haut à un gavage gigantesque. C'est un festin. Les dividendes du CAC 40 n'ont jamais été aussi élevés. C'est un record, c'est plus 60% par rapport au précédent record. Les patrons du CAC 40, ils se sont fait le double de paye par rapport à l'année dernière. 440 fois le SMIC. En un mandat de Macron, les 5 premières fortunes françaises ont vu leur patrimoine tripler. Voilà, en haut, on a affaire à un gavage, c'est le festin. Et la question, c'est comment on va répartir les miettes aujourd'hui. Les miettes, comment on va donner un petit peu aux retraites et puis un petit peu aux automobiles. Donc ce gouvernement, c'est avant tout le gouvernement du CAC 40, quoi. C'est l'évidence. C'est l'évidence que ça va continuer dans la même direction là-dessus et que là, la question, vous savez, là, il y a une élection législative à gagner, donc il faut je dis, le loup Macron, il doit se faire mouton, montrer patte blanche. Le 2 juin, on le rappelle. Hein. Il doit mettre un peu de miel dans sa gorge et dire pouvoir d'achat, retraite, voilà, et paraître sympa, écologie, et ainsi de suite. Bon, mais la réalité, c'est que là, on est juste en train de se demander comment on va répartir les miettes, alors qu'il y a aujourd'hui, je le dis, des centaines de milliards. Je veux faire ça avec vos auditeurs, par exemple. Est-ce qu'ils peuvent compter avec moi dans leur voiture, dans leur salle de bain, jusqu'à 3 ? 1, 2, 3. 3. Ouais. 10 000 € pour Jeff Bezos. Et pendant ce temps-là, donc c'est-à-dire, moi, ma suppléante, elle est accompagnante d'enfants en situation de handicap dans les écoles. Ça veut dire que là, pendant les 3 secondes qui viennent de se passer, Jeff Bezos, il s'est pris autant que Hayat, mon accompagnante d'enfants en situation de handicap, ma suppléante, en un an. Mais comment on augmente les salaires concrètement ? On a Bruno Le Maire qui appelle aux entreprises justement de faire un geste d'augmenter ces salaires pour faire face à l'inflation et à ce problème de pouvoir d'achat pour les Français. Vous, justement, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour ça, pour les salaires, pour augmenter les salaires ? Notez le caractère comique quand Bruno Le Maire appelle les entreprises à augmenter les salaires et qu'on nous dit que les patrons sont prudents. Je veux dire, quand il va s'agir de passer la retraite à 65 ans comme ils le veulent, on ne va pas appeler les Français à passer à 65 ans. Hein, quand c'est la crise Covid, on n'appelle pas les Français à pas sortir de chez eux. On leur met des règles. Mais là, on appelle les entreprises. Et regardez ce que fait Bruno Le Maire quand il fait sa petite conférence hier. Il fait quoi ? Il met tous les patrons ensemble. Il met le patron du peintre en bâtiment, l'artisan, en même temps que le patron du CAC 40. Mais il est évident que le mot patron ne veut rien dire. C'est comme le mot poisson. Dans les poissons, il y a des requins et il y a des sardines. Et là, dire à tous les patrons, faites la même chose, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, on a des petits patrons dont on sait très bien qui se serrent la ceinture, qui subissent l'inflation. Et en revanche, on a des patrons du CAC 40 dont les marges, c'est démontré, mais vous, l'idée, dont les marges n'ont jamais été aussi élevées. À la NUP ou à la NUPES, l'idée, c'est d'indexer, en fait. C'est moi, vous savez, moi, je suis pas la voix de la NUP. Oui. Donc moi, je dis aujourd'hui, pourquoi ? Parce que il y avait une indexation des salaires sur l'inflation jusque dans les années 80 en France, jusque 1983. Oui. Et depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a fait d'un seul coup diminuer la part des salaires dans la valeur ajoutée, ça fait augmenter la part des dividendes, qui n'a jamais été aussi élevée. Donc voilà, pour rétablir ça, aujourd'hui, il faut réindexer les salaires sur l'inflation. Ça, c'est une chose, mais moi, je pense qu'il faut... Mais ça risque d'être compliqué pour vous parler des petites, des moyennes entreprises qui n'ont pas forcément les moyens. C'est compliqué pour elles. Il faut une taxation massive, aujourd'hui, des profiteurs de crise. J'ai cité Amazon qui veut pas augmenter ses salariés et qui dans le même temps rafle la mise. Mais les grands groupes pharmaceutiques, les assurances, les banques, il y a un certain nombre de secteurs dont on sait qu'aujourd'hui leurs bénéfices explosent comme jamais. Il ne doit pas y avoir total 9 milliards d'euros de bénéfices sur le premier trimestre, sur 3 mois. Pourquoi ? Parce qu'ils profitent à la fois du gasoil super cher que mettent les Français dans leur voiture et ils profitent de la guerre en Ukraine. Ce sont des doubles profiteurs de crise. Eh bien, on ramasse tout ça et on redistribue. On redistribue aux petites entreprises, on redistribue aux salariés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il faut voir qu'on est dans un régime qui ressemble à l'ancien régime sur le plan fiscal. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux seigneurs qui à la fois ramassent des centaines de milliards d'euros comme le faisaient les seigneurs avec leurs châteaux dans l'ancien régime et qui en même temps refusent de payer l'impôt. On est dans un pays où les gros ne payent rien
et où le boulanger du coin va aller payer son impôt sur les sociétés, va payer ses cotisations sociales, va payer ses TVA, pendant que Amazon parvient même à échapper à la TVA. Donc voilà, aujourd'hui, il faut une révolution fiscale qui fasse que les gros payent gros et que les petits payent petits. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on change l'assiette fiscale, on va résoudre plein de problèmes dans ce pays. La surprise de ce premier conseil des ministres, c'était qu'il n'y a pas eu un mot finalement sur la réforme des retraites qui a été dit. Alors, Elisabeth Borne dit, pour le moment, la retraite à 65 ans, c'est pas un totem. Comment vous comprenez ce flou qui est entretenu pour l'heure sur cette question de la réforme des retraites qui est quand même très importante? C'est quoi? C'est reculer pour mieux rebondir? Mais ils savent très bien que c'est un espèce d'épouvantail. Donc c'est pas le moment de le faire, c'est pas le moment de le dire. Il s'agit de laisser passer la séquence des législatives, qui là peut être un petit peu compliquée, mais après vous en faites pas. Elisabeth Borne l'a déjà annoncé dans le journal du dimanche, il y aura ça. Alors que, je le rappelle, il faut commencer à donner des éléments français. Le Conseil d'orientation des retraites, qui est le grand machin qui prévoit l'avenir là-dessus, il nous dit que les retraites sont à l'équilibre jusqu'à l'horizon 2070. Mais on en rêve. Moi, je rêve d'un équilibre écologique jusqu'à l'horizon 2070. Là, c'est garanti là-dessus. Il va falloir qu'ils aillent gratter. Je lisais dans le journal Les Échos, vous savez, de mon ami Bernard Arnault, un chroniqueur qui dit à quoi ça va servir ces années supplémentaires pour aller à la retraite. Ça va servir à la baisse des droits sur les donations qui vont bénéficier aux 20% les plus riches. Voilà, c'est dans Les Échos de Bernard Arnault qu'il était écrit. Vous répondez quoi à Elisabeth Borne qui dit en gros, ceux qui proposent de la retraite à 60 ans, ce sont des menteurs? D'abord, je réponds par Marc, par Morissette, par des tas de gens que je croise chez moi, qui à 60 ans sont déjà broyés. Parce que quand on travaille pas chez McKinsey, ou quand on n'est pas banquier d'affaires, à 60 ans, quand on fait du ménage à Easy Logistique comme cariste, quand on est auxiliaire de vie sociale et qu'on soulève les personnes âgées, quand on travaille comme désamianteur dans le bâtiment, qu'on a inhalé tout ça, on arrive à 60 ans, on a les poumons qui sont en miettes, on a subi des opérations aux coudes, on a subi des opérations aux hanches de partout. Et déjà, la moitié des Français à 60 ans ne travaillent plus. Ils sont plus en situation d'emploi. C'est du mépris de la part d'Elisabeth Borne vis-à-vis de ces Français? C'est une vision de classe. Eux, il n'y a pas de problème pour qu'ils restent dans leur bureau à travailler jusqu'à 65 ans. Mais quand on fait ces métiers-là, c'est pas possible. Voilà la réalité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marc, que je cite là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Entre 60 et 65 ans, ou 64 ans, il a eu à faire quoi? Une période de transition qui fait qu'il a eu du RSA. Et ce qui fait qu'il est passé de 1500 € de salaire à 400 €, 500 € de RSA, et qui les remontait enfin avec ses droits à la retraite à 1100 €. Mais donc il y a des périodes comme ça. Et le taux de RSA, par exemple, pour les seniors, il a plus que doublé, il a augmenté de 153% en 10 ans. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Que propose Elisabeth Borne et Emmanuel Macron? Ils proposent l'allongement de ce sas de pauvreté entre le temps où on est en emploi et le temps où enfin on accède à la retraite. Et je veux dire, cette conquête magnifique qui est cette nouvelle étape de la vie qui est le retraite. Vous savez, pendant des millénaires, dans les classes populaires, il a été comme une fatalité que quand on vieillissait, c'était dans la pauvreté, au crochet de ses enfants ou à l'hôpital, à la charité. Cette malédiction millénaire a été brisée par des décisions politiques, le minimum vieillesse et les retraites en 1945, et en une génération, on a fait diminuer par 4 le taux de pauvreté chez les personnes âgées, qui est passé sous la moyenne nationale. On a brisé une fatalité millénaire par des mesures politiques. Et il ne faut pas laisser rogner ça. Un tout autre sujet, François Ruffin, l'affaire Damien Abad, qui conteste formellement les accusations de viol portées à son égard par 2 femmes. L'actuel ministre de Solidarité qui déclare qu'il est un homme innocent, qu'il ne démissionnera pas. Pour le gouvernement également, c'est la justice et à elle seule de trancher. Vous partagez cet avis ou pas? Non. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est à la justice de trancher. Vous savez, à ce tarif-là, PPDA, il serait toujours en train de présenter le journal de 20 heures. Nicolas Hulot serait toujours au ministère, parce qu'on sait très bien que sur tout ça, ça peut être compliqué pour la justice, ça peut durer pendant des années et des années. Donc non, c'est pas, pour moi, la seule réponse ne peut pas être la justice. Là, il peut y avoir des démarches qui soient faites avec la justice. Là, par ailleurs, il y a eu une plainte quand même qui a été classée sans suite. 2 plaintes classées sans suite pour la même femme. Donc, on ne peut pas juste se cacher derrière la justice, en l'occurrence. Et c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. C'est pas à Damien Abad lui-même, mais c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités à la lecture
moi je pense qu'il faut entrer malheureusement dans un certain concret des choses, à la lecture des témoignages recueillis et très circonstanciés par Mediapart, et y compris des rapports d'expertise psychiatrique ou des rapports des unités médico-judiciaires, qui montrent qu'il y a donc eu... sur le gouvernement de le mettre à pied en tout cas. Oui, pour vous. Qui montre qu'il y a eu quand même un traumatisme qui a été subi par des femmes, quoi. Par rapport à cette question-là aussi, on voit du côté de la France Insoumise, vous avez mis en place notamment une commission interne, comité de suivi contre les violences sexuelles. Elle a été saisie après les accusations portées notamment contre Taha Bouafs. C'est-à-dire que c'est aux partis politiques finalement, au-delà de la justice, finalement qu'il incombe de cette responsabilité non seulement de signaler, mais aussi de sanctionner ce genre de comportement. Mais écoutez, je dirais qu'il incombe aux partis politiques, à toutes les entreprises, ainsi de suite. Vous savez, si vous avez des cas de harcèlement à Sud Radio, que vraisemblablement il y a un viol qui se commet dans vos locaux, vous n'allez pas attendre une décision de la justice pour prendre des mesures, pour prendre des sanctions. Vous voyez, donc il ne s'agit pas de se substituer en l'occurrence à la justice, mais de se dire, bah voilà, on a un problème là. De prendre sa décision en attendant justement que la justice statue en gros. On prend une décision, on en discute, et quand ça apparaît circonstancié, quand il y a des témoignages qui apparaissent, et ben on prend des décisions qui relèvent de l'organisation de l'entreprise, de l'association ou du parti. Les législatives, François Ruffin, vous croyez plus que jamais à Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre à la fin du mois prochain? C'est possible? Il faut tout faire pour. Moi, je suis dans un Il faut tout faire pour. Oui, il faut tout faire pour. Vous partez un peu défaitiste, non? Je pars pas défaitiste, je pars en mode il faut tout faire pour. Vous savez, moi je suis pour. Je fais mien la formule de Gramsci qui dit le pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté. Donc je mets tout en œuvre pour l'optimisme de la volonté. Je peux pas avoir la même vision optimiste et rose quand je suis dans un territoire comme la Somme et où je vois que le Front National a été le premier parti aux dernières élections, que c'est bien dur pour nous, que quand on est en Île-de-France et où ça se colore en rose ou en rouge très fortement dans le paysage politique. Donc c'est pour ça que vous sembliez tout à l'heure prendre vos distances un petit peu avec la NUPES, avec la NUP. Non, moi je prends pas mes distances, mais juste je dis, je veux dire mon attachement à la défense des France périphériques, la France des ronds-points, la France des gilets jaunes, et qu'il y a la nécessité pour notre gauche de se réancrer là-dedans. Et j'espère qu'on va y parvenir. C'est-à-dire que la NUPES ne l'est pas totalement. Au vu des résultats aux élections présidentielles, pour l'instant, on fait carton plein dans les banlieues, on fait carton plein dans les centres-villes, des métropoles, et dès qu'on s'éloigne de ça, dès qu'on va en zone plus rurale ou même en zone périurbaine, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que pour conquérir le pouvoir et conquérir le pays, il faut se réinstaller là aussi. François Ruffin, une dernière question. Je sais que vous aimez le football. Kylian Mbappé qui re-signe au Paris Saint-Germain avec les conseils d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est son rôle, le rôle du président? Est-ce qu'il est meilleur entraîneur finalement ou agent de joueur que président de la République? En tout cas, je crois qu'il a des missions quand même pour la France qui sont un peu plus importantes que de faire coach du Paris Saint-Germain, quoi. Bon, voilà. Bon, merci en tout cas, François. Merci à vous. Député LFI de la Somme et candidat NUPES aux élections législatives. Vos adversaires pour ces législatives dans la première circonscription de la Somme, on les donne, c'est important. Pascal Rifflard pour Ensemble, Nathalie Billet-Ribeiro pour Rassemblement National, Pascal Fradcourt pour l'Alliance Centriste, Pascal Scribe pour Reconquête. Je continue, Mathilde Roy pour les Républicains alliés avec l'UDI, Jean-Patrick Baudry pour Lutte Ouvrière. Ça continue, Thierry Vandeplage pour le Parti Animaliste et puis Noé Boxwen pour Debout la France. Pas mal de candidats. Ça fait du monde. Merci à vous, François Ruffin. Bonne journée.